Que ce soit des inspirations d'autres œuvres de fiction, de mythologie ou encore de mythes et légendes, l'univers de One Piece a pris l'habitude de piocher d'un peu partout. Prenez par exemple l'île des hommes-poissons et son inspiration d'Atlantis, la cité perdue au fond des océans, ou encore Skypiea avec le fameux Eldorado, la cité d'or. Et dites-vous qu'on retrouve également des inspirations de récits bibliques avec le fruit du démon, le fruit défendu. Même les noms d'Adam et d'Ève sont attribués à deux arbres bien particuliers dans l'œuvre. L'arc des hommes-poissons présente même l'arche de Noé. Du coup, quand on arrive à l'apparition d'un personnage aussi important dans le récit, en la personne de Im-sama, personnage entouré de mystères et qui possède une place très particulière dans la hiérarchie de pouvoir, voire du monde, un personnage qui est craint et dont l'existence relève de l'impossible avec tout ce qui est lié aux idées d'immortalité et de manipulation dans l'ombre. Un personnage qui s'assoit sur le trône du monde. Comment vous dire que si on y ajoute la récente révélation autour de Lily, forcément qu'on retourne là encore aux fameuses inspirations bibliques avec Lilith, et ouais, Lily aurait été inspirée de Lilith. C'est dans le chapitre 1084 que le personnage de Lily nous est révélé à travers Cobra. En effet, ce dernier a demandé une audience avec le Gorosei après la rêverie afin d'avoir des réponses à ses questions. Et la première question qu'il a décidé d'aborder est centrée sur le personnage de Nefertari Lily, un personnage qui ne nous avait jamais été introduit auparavant. Reprenons les mots de Cobra. Le gouvernement mondial a été créé il y a 800 ans, et ce, par 20 rois. Ces 20 rois sont considérés comme les créateurs du monde et sont venus s'installer à Marie-Joase avec leur famille. Ensuite, pendant 800 ans, leurs descendants ont régné sur le globe sous le nom des dragons célestes. Se considérant tous comme égaux, ils ont installé le trône vacant et y ont laissé chacun d'entre eux leurs armes, jurant de ne jamais s'asseoir sur ce trône. Le nom de ces rois ont disparu alors de leur pays d'origine, car les royaumes respectifs ont choisi de nouveaux souverains. Sauf à Alabasta, car Nefertari Lily, quand bien même faisait partie des 20 premiers rois, n'est pas devenue dragon céleste. Elle a regagné sa patrie et c'est pour cette raison que le nom des Nefertari existe encore à ce jour à Alabasta. De ce fait, seules 19 armes se trouvent devant le trône vacant. Jusque-là, tout semble normal, cependant Cobra fait mention de la disparition de Lily. En effet, selon les archives d'Alabasta et qui relatent des événements après le siècle oublié, jamais il n'a été fait mention de la reine Lily. Celle-ci ne serait donc jamais retournée à Alabasta et c'est son frère qui a pris sa place en tant que roi. Bien évidemment, le Gorosei ne tient pas à répondre de manière honnête à Cobra. Selon eux, même s'ils confirment qu'elle n'a jamais vécu à Marie-Joase, ils ne sont pas au courant de sa disparition. Elle serait rentrée à Alabasta tel que le récit le raconte. Mais ce n'était pas la seule question de Cobra, la principale étant de savoir ce qu'est le Di. Lily, ancienne reine d'Alabasta, aurait rédigé une courte lettre que la famille des Nefertari se transmet de génération en génération. Cette conversation n'échappe pas à Im-sama qui entend tout de sa chambre, qui est surnommée la salle fantôme, et ce à l'aide d'un Dendenmushi. Et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que cette dernière se dirige vers le trône vacant et s'y assoit sous les yeux ébahis de Cobra et sous l'incompréhension générale des doyens du Gorosei. Le chapitre se finit alors sur un regard de Im qui prononce le nom de Lily et qui est assise sur le trône vacant telle la royauté qu'elle représente. Ajoutez à cela les paroles du narrateur, aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. Ces mots sont plus que suffisants pour montrer que Im-sama est actuellement la reine du monde et qu'elle ne cédera pas sa place. Avant de théoriser, parlons du personnage de Lilith, une femme mystérieuse et puissante qui est connue à travers des récits bibliques, des mythes et les récits folkloriques. Lilith est un personnage légendaire qui trouve ses origines dans différentes cultures et mythologies à travers le monde. On la retrouve notamment dans les traditions juives, sumériennes et babyloniennes. Mais ce n'est pas tout car Lilith a également été l'inspiration de nombreux personnages fictifs. Mais du coup, qu'est-ce qui rend Lilith si spéciale ? Eh bien, tout d'abord, elle est souvent représentée comme la première femme créée par Dieu, bien avant Ève. Mais ici, pas question de se laisser marcher sur les pieds, Lilith refuse de se soumettre à Adam et préfère l'égalité plutôt que d'être dominée. Dans de nombreuses histoires, Lilith est décrite comme une femme séduisante et dotée d'une immense puissance magique. Elle est souvent associée à la nuit, aux serpents et à d'autres créatures mystiques. Imaginez une sorcière au charisme irrésistible, capable de lancer des sorts dévastateurs et de manipuler les forces de l'ombre. On comprend alors pourquoi de nombreux auteurs s'en inspirent. L'un des aspects les plus connus de Lilith dans la tradition juive est son refus de se soumettre à Adam. Selon certaines versions, elle aurait quitté le jardin d'Éden après avoir refusé de se soumettre à ce dernier et à son autorité. Cela la place en opposition à Ève, qui est souvent décrite comme la seconde femme créée après le départ de Lilith.
Il est intéressant de souligner que les interprétations de Lilith varient d'une source à l'autre et que son rôle et sa signification peuvent différer selon les textes et les traditions. Selon certaines interprétations, suite à son refus de se soumettre à Adam et sa fuite du jardin d'Éden, Lilith est présentée comme une figure démoniaque associée à la séduction, à la luxure et aux forces du mal. Elle est souvent considérée comme un démon féminin nocturne qui se nourrit de l'énergie vitale des hommes ou qui perturbe leur sommeil. Mais ce n'est pas tout, car après sa fuite, elle invoque le nom divin pour se libérer et s'enfuit, trouvant refuge sur les bords de la mer Rouge ou dans des lieux désolés. On raconte qu'elle continue à exister en tant qu'entité indépendante et puissante, parfois associée à des activités maléfiques. Quant à son souhait de rester sur la mer Rouge, cela peut être interprété de différentes manières. Certains récits disent que Lilith aurait demandé à être transformée en un démon nocturne errant, tandis que d'autres histoires la décrivent comme trouvant un foyer sur les rives de la mer Rouge, où elle donne naissance à des progénitures démoniaques. En parlant de progéniture démoniaque, dans certains courants de pensée ésotériques, Lilith est considérée comme la compagne de Samaël, également connue sous le nom de l'ange de la mort ou l'ange déchu. Et selon ces croyances, Lilith et Samaël se sont unis et ont engendré une progéniture démoniaque. Mais du coup, maintenant que l'on a évoqué les aspects importants de Lilith dans les récits bibliques et folkloriques, la question est de se demander comment Oda s'est inspiré de ce personnage envoûtant et puissant qui a su se frayer un chemin dans notre culture générale. Eh bien, après avoir entendu l'histoire de Lilith, vous y avez sûrement vu des similarités avec l'œuvre de One Piece et surtout avec le personnage de Lily. Premièrement, de la même manière que Lilith, Lily a également d'une certaine manière fui la domination. Lilith a refusé de se soumettre à Adam, nous pouvons donc supposer que pour cette dernière, les hommes avec un grand H étaient tous égaux. Et si c'est le cas, cela pourrait concorder avec la manière de penser de Lily, qui ne souhaitait pas devenir un dragon céleste, sachant très bien ce que cela représenterait. D'un autre côté, nous pouvons penser que Lily souhaitait plus de pouvoir. En effet, et si Lily et Im-sama étaient en réalité une seule et même personne? Pour l'instant, mettons la fameuse lettre que la reine Lily aurait laissée à ses descendants de côté et parlons des éléments qui nous poussent à penser que Im-sama et Lily seraient en réalité une seule et même personne. En premier lieu, son désir de pouvoir et son refus de soumission. Lily aurait refusé de se soumettre à Dieu et avait comme désir d'atteindre le sommet de la pyramide, devenir la reine du monde afin de ne plus être traitée comme un être inférieur. Cette dernière aurait donc simulé son refus de devenir un dragon céleste car elle visait en réalité bien plus haut. Si elle n'a pas planté son épée devant le trône vacant, ce n'est pas simplement pour signifier qu'elle ne souhaitait pas le titre de dragon céleste, c'était également une manière d'affirmer et de prouver son refus de prêter serment. Serment fait par les 19 autres premiers rois, selon lequel ces derniers ne tenteront jamais de s'asseoir sur le trône vacant, et de devenir donc roi du monde. C'est bien pour cette raison que Lily, assoiffée de pouvoir, n'a pas planté son arme devant le trône vacant, souhaitant s'y asseoir. Objectif réussi, car si Lily et Im-sama sont en réalité une seule et même personne, nous pouvons sans problème affirmer que Lily est arrivée à son but. D'ailleurs, un autre indice, qui pourrait, attention, être un piège, est la fameuse épée se trouvant dans la salle fantôme auprès de Im-sama. Et si cette épée était en réalité l'épée de Lily, et donc l'épée de Im-sama elle-même, cela signifierait que Lily a réussi son pari. Elle a refusé de devenir Tenryubito en prétendant retourner à son royaume, car elle savait que c'était son seul moyen de prendre possession du trône vacant dans l'ombre. Une autre inspiration que l'on retrouve par rapport à l'histoire de Lilith, c'est tout simplement le lieu où cette dernière a décidé de s'installer, à savoir un lieu désolé au bord de la mer Rouge. En effet, la mer Rouge devrait vous mettre la puce à l'oreille car il s'agit de nul autre que Red Line, sur laquelle se trouve en hauteur et donc dans un endroit désolé, le château de Pangé à Marie-Joase, endroit dans lequel vit Im-sama. Un élément tout aussi intéressant et que l'on avait déjà abordé était le fait que seule la photo de Vivi n'avait pas été déchirée par Im-sama lorsque les doyens du Gorosei ont parlé de la lumière à effacer. Vivi détenait donc une place importante pour Im, et si on pensait que c'était peut-être car elle était l'arme antique Uranus, on peut désormais penser qu'en réalité, Im-sama n'a pas déchiré la photo de Vivi car il s'agit de sa descendante. On ne peut pas pour autant affirmer qu'elle a de l'affection pour celle-ci, mais c'est un élément qui a été important à rappeler. Personnellement, j'aime aussi l'idée que si Im-sama s'est présentée devant Cobra sous les yeux ébahis des doyens du Gorosei, c'est car elle souhaitait lui donner les réponses à ses questions, lui qui est son descendant direct. Bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas vivre après avoir appris la vérité, elle savait qu'il chercherait à connaître celle-ci à tout prix, et a décidé de lui répondre honnêtement avant d'ordonner son meurtre.
Par ailleurs, les fleurs présentes dans la salle fantôme, son nouveau jardin d'Éden, où on retrouve souvent Im-sama, ressemblent fortement à des lilies. Principalement, ce sont des fleurs qu'on appelle des calla lilies. Cet indice laissé par Oda en avant-plan sur l'une des premières apparitions de Im-sama, précisément à sa deuxième apparition au chapitre 908, pourrait donc en réalité être un élément important sur son identité, si ce n'est son identité elle-même, Lily. Un élément que je trouve très intéressant également, c'est l'opposition entre Im-sama, représentée par Lilith, la déesse de la nuit, appelée également la lune insoumise, qui est autorisée à retourner sur Terre lors du crépuscule, et Luffy, le guerrier libérateur, celui qui amène l'aube et qui représente la lumière, et bien entendu le dieu soleil. La prophétie du Down serait donc tout simplement la prophétie selon laquelle Monkey D. Luffy va mettre fin au règne de Im-sama. Bien évidemment, nous ne pouvons pas évoquer le fait que Im-sama soit en réalité Lilith sans parler du fait que cette dernière soit en fait immortelle. Vous le savez, selon moi, Im-sama aurait bénéficié de l'opération de jouvence, opération qui lui a conféré l'immortalité grâce au sacrifice de la personne qui était en possession du Ope-Ope no Mi. Les papillons autour de Im-sama dans la salle fantôme seraient là aussi un indice laissé par Oda, car le papillon est représentatif de l'immortalité dans la mythologie grecque. Ce serait donc pour cette raison que Im-sama règne sur le monde depuis le siècle oublié, et ce peu importe sa relation avec Lily. Car oui, nous pouvons bien entendu également penser que ces deux personnages sont bien deux personnes distinctes. Lily, au courant de l'existence de Im-sama, aurait pu refuser de se soumettre à cette dernière, mais a été assassinée par celle-ci, la réduisant ainsi au silence. Ils auraient donc fabriqué l'histoire selon laquelle elle serait retournée à Alabasta, car c'était la seule manière d'expliquer sa disparition aux autres rois devenus Taneyubito. Im-sama aurait gardé l'épée de Lily dans la salle fantôme comme souvenir de l'insoumission de cette dernière. Ici, on part du fait que Lily représente Lilith, ou que Im, quant à elle ou à lui, représente Adam. Lilith, refusant de se soumettre à Im, Adam, a quitté Marie-Joas, qui est considérée comme l'Éden, le paradis. L'endroit désolé qu'elle aurait rejoint serait en réalité la représentation de la mort. Par ailleurs, on peut aussi partir du postulat que Im-sama représente le dieu qu'a fui Lilith. Dans un cas comme dans l'autre, il est question d'échapper à la domination et de forger son propre destin. Lily, qui aurait prévu sa mort, aurait laissé une courte lettre à ses descendants afin qu'ils découvrent la vérité. Une lettre dont le contenu nous est encore inconnu mais qui révèle sûrement des informations sur le dit, car c'est cette lettre elle-même qui a poussé Cobra à braver l'interdit, poser des questions qu'il ne fallait pas. Tous les éléments précédemment abordés pour la théorie selon laquelle Lily et Im-sama pourraient tout simplement être des faux indices qui nous ont été laissés par Oda pour nous mettre sur la mauvaise voie. Je vous l'accorde, si Im-sama est en réalité Lily, cela serait intéressant, mais peut-être un peu tôt pour nous être révélé. Ah là là, il y a encore tellement de choses à dire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Restez connectés car on évoquera bientôt le lien entre Im-sama et Lady, le pouvoir de cette dernière et encore d'autres inspirations qu'on n'a pas pu approfondir aujourd'hui. En conclusion, l'œuvre de One Piece est pour son auteur un moyen de lier fiction, mythe et réalité pour nous proposer une œuvre dont on n'aperçoit pour l'instant que la face visible de l'iceberg. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futures enquêtes et recherches sur la face cachée de One Piece. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas je compte sur vous et sur votre acquis du likement. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bisous!